Produit avec le soutien de Sidi Ali, eau officielle des équipes nationales du Maroc. Bonjour, nous sommes sur Radio Ma'arif. On va continuer nos podcasts d'histoire, mais cette fois-ci une histoire de foot. Et bien sûr, nous avons affaire à un spécialiste en la matière, l'homme qu'on ne présente pas, M. Rida Lali. Bonjour. Salut Mustapha, ça va? C'est le podcast Le Muntakhab. Ouais. Et on va parler d'histoire de On a Muntakhab. changé de place, c'est ça ce qu'il faut Muntakhab dire. est arrivé en demi-finale en Coupe du Monde. Pas le podcast, l'équipe. L'équipe nationale, bien sûr. Il est arrivé en demi-finale à la Coupe du Monde au Qatar. C'est pas la première performance quand même. Première performance, c'était la qualification en deuxième tour au Mexique. Première performance quand même, c'est la première équipe africaine qualifiée. Par une compétition, par des qualifications au Mexique en 1970. Mais ça, je t'arrête tout de suite, c'est la première équipe africaine, était l'Égypte qui était invitée dans les non, on va en reparler une par une, parce qu'il y a un background de l'époque coloniale, l'histoire du foot au Maroc, la Liga espagnole qui était là, la Liga française, enfin le championnat français ou la Ligue au Maroc. On commence par où, Rida? Ouais, je sais pas, enfin, si tu veux qu'on parle du foot au Maroc, on peut parler d'un jeu qui s'appelle Tsakourt. Ouais, c'est vrai. C'est mentionné par Liussi, 18e siècle. Liussi, il en parle. Ouais. Liussi, le copain de Moulay Ismail. Oui, absolument. D'accord, écoute, voilà. Il le mentionne. Voilà. Bon, il n'y avait pas de règles de jeu, on joue en groupe comme ça, on court dans tous les sens. Non, il y avait des règles, bien sûr, il y avait des règles. Oui, il y avait des règles, mais on court dans tous les sens. Juste, ils ont pas été... Non, il y avait des buts, à mon avis, il y avait des règles, parce que, moi, tu as une petite théorie personnelle, c'est que moi, je pense que tous les pays du monde avaient un foot. Tous. Pourquoi? Un jeu collectif, en tout cas. Avec un ballon que tu tapes du pied. Parce que quand tu lâches quelque chose, il tombe, et près du sol, tu as ton pied. À mon avis, tu lances un enfant à laquelle tu ne montres jamais de match, et tu lui donnes un ballon, après il te fait. Ça, j'en suis convaincu. Absolument. Même s'il ne sait pas que ce qu'on dit quand on dit que les Anglais ont inventé le foot, les Anglais ont inventé les règles avec lesquelles on joue au foot aujourd'hui, c'est-à-dire 11 contre 11. Pourquoi 11 d'ailleurs? Parce que c'était les dortoirs des internats où il y avait 10 élèves, et ces 10 élèves faisaient une équipe, et le 11e c'était le surveillant, qui était gardien et qui n'était pas considéré comme un membre de l'équipe. Le maître d'internat et le gardien. Exactement, le surveillant du dortoir des 10 était le 11e, et c'est le 11e qui rentre dans les buts. C'est pour ça que les sports de gardiens de but, en général, au début, c'était un peu les mauvais, les gens qui ne savent pas jouer. Ils sont à part. D'accord. Avant, D'accord. Donc, les règles avec lesquelles on joue au foot, oui, c'est une règle anglaise qui ont été inventées au 19e, avec cet arbitre, etc., ces yards, Mais c'est comment est né ce type de compétition avec les élèves, etc. Je veux dire, c'était... Ça, il y a une passion anglaise du sport, hein. C'est également le rugby qui a été inventé là-bas, le cricket, enfin, c'est une aristocratie qui a beaucoup de temps libre et qui est passionné de paris, et donc qui va mettre beaucoup de règles autour de la boxe qui prend Ils se passionnent par le foot aussi, l'aristocratie? Alors le foot, justement, le foot anglais, puisqu'on a dérivé, mais c'est intéressant, le foot anglais a cette particularité que, contrairement au rugby, ça va être vraiment le sport prolétaire. Et c'est un sport qui a explosé, je ne sais pas comment il est né, mais je sais qu'il a explosé par le fait qu'il a été pris par les compagnies, les entreprises, les industries. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des Queen's Park Rangers qui sont un peu la garde royale, les Dockers de Liverpool qui vont faire le Liverpool FC, le Crystal Palace, on va pas faire, les Gunners qui sont les fabricants d'armes, etc., ce sont des usines qui vont fabriquer leurs équipes. C'est une sorte de championnat professionnel. C'est une sorte de championnat professionnel, oui, bien sûr, qui sont là pour, j'ai envie de dire, occuper les ouvriers. C'est-à-dire que l'ouvrier qui travaille toute la semaine, le samedi, va voir l'équipe de son usine. Et quand on va demander aux ouvriers les plus brillants qui font partie de cette équipe-là d'arrêter de travailler juste pour se concentrer sur le match de samedi, ils vont devenir des professionnels du football. C'est comme ça, tout simplement. Ils deviennent salariés de l'entreprise sans travailler, juste pour jouer au foot. Exactement. Et les valeurs du foot anglais aujourd'hui portent encore cette marque très prolétaire, hein. Les Anglais aiment, quand on se rentre dedans, aiment les tacles. Par exemple, au début, et c'est les Anglais par les ports qui vont également diffuser le foot, par exemple en Argentine. Et les premiers chocs culturels du foot sont entre les Anglais, par exemple, et les Argentins, où ils considèrent, par exemple, que le dribble sud-américain est une félonie. Parce que le vrai homme, c'est celui qui se bat face à face. Voilà, exactement. C'est pas celui qui te fait croire qu'il te ment, parce que le dribble est un mensonge. Tu fais croire que tu vas à la droite, tu vas à gauche. D'accord. C'est pour ça que toute l'Amérique du Sud est connue pour les dribbles, justement, par ces jeux. C'est la félonie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, encore en première ligue, tu vas trouver peut-être un des rares pays où les tacles sont applaudis, et où les simulations sont honnies,
etc. Alors qu'en Amérique du Sud, parce qu'ensuite le foot va être adapté par chacun selon Ses codes sociaux, Et ça, je peux te faire ça pendant des heures et des heures. L'Italie, par exemple, joue défensif. En tout cas, le catenaccio italien de Elenio Herrera, Casablanca, commence à arriver au Maroc, là, va gagner des titres avec l'Inter Milan en jouant un jeu défensif, et ce qui est complètement accepté par la société italienne. Pourquoi ? Parce que l'Italie est le faible. Quand l'Italie joue contre l'Angleterre ou l'Allemagne, ce sont des gens qui mangent de la viande contre des gens qui ne mangent pas de viande. D'accord. Donc jouer derrière et mettre des coups et faire travailler le vice, c'est quelque chose qui est accepté. Et contre-attaque pour faire la performance. Voilà. Et donc beaucoup de choses arrivent de cette D'accord. Donc on dirait qu'il y a des espèces d'ADN dans chaque... exactement. Et des espèces d'ADN qui viennent non seulement de la culture du pays, mais également du rapport de force. Comme je suis faible et que tu es fort, je peux un peu magouiller, tricher, etc. Je peux rester derrière, je refuse le spectacle. Moi, quand l'Italie arrive dans les années, dans ces années-là, dans les années 50, à fabriquer ce catenaccio, c'est, on a envie de dire, de la légitime défense. Et les Italiens n'ont pas de problème parce qu'on est dans une logique où ils veulent gagner. Et là, on va commencer à arriver au Maroc. Parce que si je veux arriver au Maroc, il faut quand même arriver par des personnages avant les équipes. Et ces personnages-là, il y en a au moins 3 dont je veux parler. Le premier s'appelle Elenio Herrera. Herrera est né dans les Roches Noires. C'est un entraîneur à Casablanca. C'est un entraîneur qui a révolutionné le football en inventant une technique qui s'appelle le catenaccio. Le catenaccio, ça veut dire le verrou. Le verrou, c'est la défense. C'est la mythologie du foot italien qui traîne encore aujourd'hui comme étant un football défensif avec des lignes resserrées derrière, un bloc bas. On ne disait pas comme ça à l'époque. Il a entraîné quelle équipe L'Inter de Milan. L'Inter Milan, mais il a commencé ici, à Casablanca. Bien sûr. Deuxième nom ? C'est un des 5 coachs les plus... Enfin, dès que tu as une liste un peu sérieuse sur les coachs qui ont fait évoluer le jeu, qui ont posé une marque, qui ont inventé un style. On va trouver Cruyff et son disciple Guardiola. On va trouver Arrigo Sacchi, l'italien de l'AC, qui va inventer une sorte de... On va avoir l'Ajax avec son football total, où tout le monde attaque, tout le monde défend. Le Milan AC, où on va inventer les blocs qui coulissent, etc. On va parler de Guardiola, etc. Mais on va toujours parler d'Elenio Herrera comme étant l'inventeur du catenaccio. Donc il fait partie des théoriciens du foot. Je veux parler également d'un deuxième personnage qui est peut-être le meilleur footballeur de sa génération, qui s'appelle Albi Ben Bark. Absolument. Voilà, qui a... Il est né à Casablanca, là. Oui, bien sûr. Je me demande s'il n'est pas né à Agadir, qu'il est pas venu à Casablanca jeune. Oui, il est originaire de Sud. Voilà. Je crois qu'il est venu jeune, mais bon, il a explosé à Casablanca. Il a grandi à Casablanca. Bien sûr, dans le football des rues. Ensuite, ça l'a porté jusqu'au l'Olympique de Marseille, carrière interrompue par la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, l'Atlético Madrid. L'équipe de France, je crois. Et oui, l'équipe de France, évidemment. Aujourd'hui, l'Atlético Madrid, si tu vas au Wanda Metropolitano, qui est le stade de l'Atlético Madrid, il y a des personnages mythiques, et tu vas trouver Albi Ben Bark parmi ces personnages mythiques, à côté de Fernando Torres, qui n'est pas l'indépendantiste de Tétouan, mais l'avant-centre de... Troisième joueur. Le troisième aussi a inscrit autre Marocain, en tout cas issu de cette terre-là, est né à Marrakech, il s'appelle Juste Fontaine, et il a marqué 13 buts dans la Coupe du Monde 1958. Alors 13 buts, je voulais quand même vous signaler que les gars, aujourd'hui, dans les meilleurs buteurs des Coupes du Monde, ils marquent 5, 6, Maradona c'est 6, 7, ça va rarement jusqu'à 10, 9, encore moins 13. Alors on a beau expliquer... Donc il reste toujours le record de main ? À ce jour, bien sûr. Il est décédé récemment, donc perd son âme. Allah yarhamou, c'est Juste Fontaine, un Marrakchi, qui a joué à Casablanca, à l'Union Sportive, à l'USM, qui était le club français de Casablanca. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'au-delà de quel tampon nationaliste ou quel... Marcel Cerdan aussi est un peu un footballeur, parce qu'il a joué, on va en parler beaucoup au foot, il préférait même le foot à la boxe, qui était pour lui un sport un peu brutal, mais il y avait plus d'argent à l'époque dans la boxe que dans le foot. Oui, voilà, justement, j'allais dire... Il faut le dire. Donc Albi Ben Bark, Elenio Herrera, Juste Fontaine, tous ces gens-là, j'ai envie de dire, montrent que cette terre-là dont on parle, au-delà des drapeaux, des nations, des tampons avec lesquels tu joues, c'est une terre qui a vite vibré pour le sport et le ballon rond. Voilà. Le foot était populaire au Maroc, avant même que l'équipe du Maroc, telle qu'on l'appelle, avant même que le Mountakab n'existe, le foot était populaire au Maroc. Ouais. Voilà. Et le foot va devenir un instrument également du nationalisme marocain. Donc là, on va rentrer dans un côté... Dans la période coloniale. Dans la période coloniale, sur l'histoire des compétitions, des championnats ou quelque chose comme ça. Alors la période coloniale, comment ça se passait en sachant qu'on a une zone française, une zone espagnole au nord au sud. Je ne sais pas si... Bon, je connais un peu pour le nord, mais le sud, je crois qu'il n'y avait pas d'équipe, curieusement. Les Espagnols n'ont pas focalisé là-dessus. Par contre, dans le nord, il y en avait. Côté français, et surtout Casablanca, bien sûr, la capitale. Je veux quand même, avant de rentrer là-dedans, expliquer qu'on est quand même dans une zone où il y a beaucoup de fantasmes, peu de sources. Enfin, il y a des sources, mais il n'y a pas d'historien qui s'est vraiment intéressé à ça pour nous sortir des choses très précises. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai parlé avec beaucoup de monde, et ce que je vais vous raconter, c'est ce que je sais de bonne foi. Mais il y a quand même, à mon avis, comme dans beaucoup de zones de l'histoire, tu es bien placé pour le savoir,
un manque de travail qui a été fait, alors que c'est un sujet passionnant. Alors la France, elle a fait une Ligue française du Maroc. Une spécifique Maroc. Exactement. Elle en a fait 3 en Algérie. D'accord. Une en Espagne. 3 ligues. Oui, 3 ligues algériennes. Peut-être il y avait beaucoup de... Peut-être il y avait plus de clubs, peut-être parce que comme il y avait plus de Français, parce qu'au début c'est les Français qui jouent, hein, voilà. Et une en Tunisie, et une au Maroc. D'accord. Alors on va trouver des clubs créés par le protectorat, par les Français, qui contiennent des Français, comme les Olympiques, fameux Olympique Esfi, Olympique Khouribga. L'USM, c'est parmi les plus vieux clubs, hein, ceux-là, c'est des clubs un peu créés par le protectorat. L'Espagne va faire autre chose. L'Espagne, elle va pas créer une ligue marocaine. Non, l'Espagne, elle va prendre les clubs qui existent, parfois les créer et les lancer dans leur système espagnol. Donc le plus connu, c'est l'Atlético de Tétouan, qui joue en 2e division espagnole, Liga B aujourd'hui on dit, et qui va monter en Liga A, je crois que 52-53 ou 51-52, et qui va jouer la Liga comme Saragosse, le Barça, le Real. Pendant une saison. Pendant une saison, qui va se terminer d'ailleurs par une relégation, elle fait une seule saison dans l'élite, par un 4-0 dans un stade à Tétouan qui s'appelle Senia Darmel déjà. Oui, donc, il garde toujours le nom. Il garde toujours le nom, voilà. Donc le nord du Maroc joue la Liga. D'accord. Dans cette différence. Avec des clubs, bon alors les clubs qu'on connaît, c'est l'Aleish, Mlilia bien sûr, Sibta, Tétouan, voilà, c'est les équipes. Et pour rester sur Tétouan, un bon joueur de cette équipe s'appelle Abdeslam Hadri. J'allais poser la question, pardon. Cette équipe de Tétouan, elle était mixte, marocaine, des Marocains, des Espagnols. Oui, tu trouves des noms marocains et le plus illustre, c'est celui d'Abdeslam Hadri qui est jeune à l'époque, qui est le fils d'un soldat franquiste, qui est mort au combat et qui a le statut de pupille de la nation. Abdeslam Hadri qui est connu sous le nom dans le foot marocain sous le nom de Znaya. Parce qu'au lendemain de l'indépendance, il va être convoqué, il n'y a pas d'autre façon de le dire, par les phares. Il va devenir militaire déjà. Et il aura une très bonne instruction. C'est un type parce que son statut de pupille de la nation lui donne accès à une instruction de très haut niveau. Il va intégrer l'équipe des phares. Il va être le premier capitaine de l'équipe du Maroc. D'accord, de l'équipe nationale. Nationale, d'après l'indépendance. Voilà. Ça fait partie de l'équipe des phares qui était constituée vraiment comme une mini-équipe nationale à l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont fait le tour des clubs. Et en particulier, ils sont allés voir les clubs. Il y avait des stars. Juste après l'indépendance, ce fameux Atlético de Tétouan, logiquement, s'appelle le Maghreb Tétouanais parce que l'indépendance l'est passée par là. Par contre, ils gardent les tenues. Ils gardent le rouge et le blanc et le short bleu qui est un peu à ce jour les couleurs de Tétouan. Donc ça traduit vraiment toute la difficulté qu'on a à analyser cette période-là. C'est les mêmes presque, c'est pas exactement le même nom, ça a été parfois les mêmes joueurs, c'est les mêmes couleurs, très difficile. Au Maroc centre, j'ai envie de dire, c'est encore plus compliqué parce que alors les Marocains, eux, ils jouent carrément une ligue à part, c'est la Ligue du Maroc où il y a les clubs français, je t'en ai parlé, et à partir du WAC 1937, la création de clubs marocains. Le WAC 37, le Raja 49, le MAS, Mouloudia Toujda, le Maghreb, le Fessi, Raja, le Wydad. Donc dans le nom, tu as toujours les intentions. C'est des clubs qui sont créés pour porter les valeurs du nationalisme. Absolument. Et c'est des clubs qui sont tellement nationalistes, tous, qu'ils n'ont même pas le nom de leur ville dans leur nom. Le Maghreb, le Fessi, il n'y a pas Fès dans le nom, c'est MAS, il n'y a pas F. Le Raja al-Bedawi, le Wydad n'a pas de Casablanca, c'est... Wydad Athletic Club. Athletic Club, d'accord. Oui, c'est Raja Club Athletic. Ils vont même aller dans ce Athletic Club Athletic vers l'Angleterre, tu vois. Ils vont pas chercher la validation, ils vont chercher le modèle anglais. C'est quoi le RCA du Raja? Raja Club Athletic. D'accord. Il n'y a pas le mot Casablanca. Ni chez Wydad. Non, mais même à Fès, même si le Maghreb Fessi, on dit le Maghreb Fessi parce qu'on le connaît. Ouais. Mais c'est MAS, M-A-S. Maghreb Association Sportive. Maroc. Mouloudia Toujda, alors on est le jour du Moulou de la fête religieuse. Donc il y a toujours un côté soit identitaire, religieux. Comment on en arrive là? On en arrive là par une poignée j'ai envie de dire, de notables Fessi de Casablanca qui demandent l'accès à la piscine. Pour aller vite, comme les Françaises n'ont pas envie que les... Oui, parce qu'il y avait une sorte de ségrégation, d'apartheid non écrit. Les Français n'acceptaient pas que les Marocains partagent leur lieu de loisirs, leur lieu de sortie. Parce qu'ils les regardent en maillot surtout, enfin pour aller simplement plus loin, quoi. C'est pas acceptable. Donc ça commence par une histoire de piscine. Ça commence par une histoire de piscine et la première version du WAC est un club de water-polo. D'accord. Parce qu'ils vont rentrer dans le trou. Ah, c'est des notables, c'est des gens notables faciles de Casablanca. C'est des gens qui vont rentrer, qui vont regarder les textes et qui vont dire ils peuvent pas nous empêcher de faire des clubs de sport. Et donc ça va devenir le WAC Waterpolo. Mais alors ils cassent, les Français insistent pour avoir, parce qu'ils ont peur que ces clubs deviennent des mouvements nationalistes, ils insistent pour ne pas avoir des présidents qui soient musulmans, marocains musulmans. Voilà. Interdit. Les premiers présidents du WAC sont juifs. Marocain. Juif marocain. Oui, juif marocain. Pour contourner cette loi. Il y a d'autres clubs. Là, j'ai parlé pris d'un président algérien, je pense, au début. D'accord. Et en fait, ça va pas marcher du tout, leur technique, parce qu'effectivement, ça va devenir des instruments du nationalisme très, très vite. Et le champion du Maroc, à cette époque-là, du Maroc français, pas du Maroc Nord, c'est du Maroc français, se limite beaucoup à l'USM, le club français,
contre le WAC, le club marocain. Voilà. Ça se termine toujours, la compétition pour le Et championnat. les clubs marocains vont pousser le WAC et les clubs français vont pousser. Et là, on va imaginer le public, les Français, les Marocains, face on à va face. surtout imaginer des scores fleuves quand le WAC joue contre un club français ou quand l'USM joue contre un club. Voilà. Et ce qui est encore drôle, c'est encore là, une fois qu'on voit toute la complexité de l'analyse de cette période-là, c'est que l'USM va être absorbé par le WAC après l'indépendance. Voilà. D'accord. L'USM qui quelle a vu revanche. l'USM où a joué Albi Ben Barak par exemple, etc. Voilà. Donc, et dans cette ligue un peu bizarre, dans cette ligue française qui n'est pas du tout bizarre, il y a une équipe du Maroc qui va naître, qui est une équipe du Maroc, émanation de la Ligue française du Maroc. Alors, je voudrais bien te parler d'un match très important parce qu'il touche des sujets que tu connais bien, qui a eu lieu en 1941, j'ai pas la date exacte, entre une équipe de France. Alors là, on est sous Vichy. La France de Vichy, La d'accord. France de Vichy. Donc les nazis ont occupé Paris. La France a un gouvernement Vichy, du la maréchal moitié Pétain. sud. Ouais. Voilà, donc qui est le gouvernement nazi en fait. Ouais, fasciste. Oui, C'est connu. Voilà. Ouais. Et pour monter un peu le moral, pour montrer que la France est toujours triomphante, il y a. Pour montrer que la France, même si elle a perdu, il est toujours là, debout. Ils vont fabriquer Fort. Ils vont prendre l'équipe nationale, ils vont faire un tour de l'Afrique du Nord, et ils vont venir au Maroc jouer contre l'équipe du Maroc. On fabrique une équipe du Maroc, là, pour Oui, les non, circonstances, parce qu'il y j'imagine. a, elle existe cette équipe du Maroc. Cette équipe D'accord. du Maroc, c'est l'équipe de la Ligue du Maroc, en fait. C'est l'équipe D'accord. de la Ligue du Maroc. Voilà. Et alors Et dans cette équipe de la Ligue du Maroc, la ligne d'attaque est extraordinaire. Elle est constituée par Marcel Cerdan et l'Albi Ben Barak. Pourquoi l'Albi Ben Marcel Barak Cerdan, Oui, monsieur. le boxeur. Oui, monsieur. Jouer au foot. Oui, monsieur. Et joue au foot et très bien. Et peut-être, j'insiste, qu'il aimait beaucoup plus le foot que le. Et Marcel Cerdan a joué pour l'équipe du Maroc contre une équipe de France. Bien sûr. Euh, Il a même fait une passe décisive, paraît-il, à l'Albi Ben Barak parce que le score final est de 1 partout. Voilà. eh ben, Voilà. Et ça s'est passé, j'insiste, en avril 1941. à Casablanca. Voilà. Le tournoi était organisé par un homme, peut-être qu'il va vous dire quelque chose si vous êtes fan du tennis, c'est quelqu'un qui s'appelle Monsieur Borotra, qui est le ministre des Sports de Vichy. D'accord, Pour aller d'accord. vite. Et qui organise cette tournée. Alors, pour vous donner un peu l'esprit de l'époque, alors l'équipe de France est limitée aux joueurs qui viennent de la zone libre, parce que les nazis Oui, n'ont pas pas la donné zone le visa occupée directement par Hitler. au nord. D'accord. Sauf un seul, un ailier du Racing qui s'appelle Fred Aston, qui apparemment est une grande star, qui, quand il est venu ici, a surpris tout le monde. Donc ça fait 1-1. Je trouvais la date. On est le 20 avril 1941 devant 15 000 personnes. Alors pour Quelle vous donner une performance idée, pour l'époque. le Miroir des Sports qui écrit le 5 mai, alors ça c'est vraiment, tout est là. Je suis tombé sur un papier, une photo. Tu vois quoi? Tu vois l'Albi Ben Barak avec Marcel Cerdan qui sont devant une sorte de attar, je ne sais pas comment le dire autrement, donc quelqu'un qui a Guetron et je ne sais pas ce qu'il vend par terre parce que c'est en noir et blanc, très mauvaise Les qualité. Princes Souk à Casablanca à l'époque. Voilà. là, ils sont en Alors train de je vais vous faire une lire, balade. je vais vous lire La légende de la voilà, photo. exactement. C'est le Miroir des Sports du 5 mai 1941. Dans cette scène de visite par Cerdan et Ben Barak du marché indigène de Casablanca, tout le monde rit, depuis les deux champions jusqu'aux commerçants accroupis derrière ces couffins. Voilà, donc il faut montrer que tout le monde a le moral malgré la défaite. Tout le monde sait, tout le monde sauf le garçonnet indigène. Ah, Alors garçonnet indigène, pour information, il tourne le dos au caméraman. À la photo, on ne sait pas pourquoi, mais il dit qu'il ne sourit pas. Qui, nu-pied, ne peut détacher de son idole Ben Barak un regard chargé de respectueuse admiration. l'enfant est là, Voilà, il est ébloui par le personnage qu'il voit devant lui. Ben Barak, qui est très élégant d'ailleurs, et ils sont en costume, et Marcel Cerdan. Alors, je ne sais pas, on peut analyser ça pendant des heures, mais on comprend quoi? Que l'indigène va nu-pied, qui ne sourit pas, déjà, on ne sait pas pourquoi il ne sourit pas, parce qu'on ne voit pas sa tête, mais c'est pas grave. Bah, il est ébahi, il est épaté Mais devant. par qui? Par Ould Bledo, Ben Barak. Absolument. Le bon, voilà. Ben Barak, Cerdan à côté, sourit, le vendeur marchand. sourit, donc tout le monde est content, etc. Donc Wow. Ce qui est important aussi, c'est le personnage de Ben Barak est complexe, parce que n'oublions pas que Ben Barak a joué pour l'équipe de France, dans un fameux match contre l'Italie. D'accord. Où il partageait le Quelle année, 11 à de peu départ. près C'est l'Italie de Mussolini, alors dans D'accord. les années Oula. 30, hein. Oula. Ouais, dans le milieu des années 30 ou la fin des années 30. En tout cas, il raconte ça, Ben Barak, il parle de ce racisme. Parce qu'il y avait deux joueurs noirs, il y a lui qui a la peau sombre, et à côté de lui un Sénégalais dont j'ai oublié le nom, qui jouent tous les deux pour la France. Je ne sais pas pourquoi Ben Barak joue pour la France, parce qu'il n'est pas français en fait. En principe. Voilà, mais pourtant il est là. Et il va se prendre les insultes des Italiens. Et même quand il joue à Marseille, il y a beaucoup de racisme. Ben Barak, c'est un personnage très intéressant. Il subit le racisme, il a subi la guerre, qui lui tombait exactement dans les meilleures périodes de sa vie. Et je voudrais juste terminer sur Ben Barak en disant que ce bonhomme-là a reçu le plus grand prix que la FIFA distribue. Elle a distribué une poignée de ces prix-là. Et que ce prix-là, posthume, je pense qu'il a été attribué de façon posthume, a été attribué par Pelé, qui a parlé de lui comme étant le dieu du football et celui qui, s'il avait été filmé... Il a joué combien de Coupes du Monde? Ben Barak
n'a pas joué de Coupe du Monde. Jamais. Parce que les encore une fois, compétitions avec l'équipe nationale française. française. Eh oui, mais parce que justement, ses meilleures années sont celles de la guerre. Où il n'y avait pas de Coupe du Monde. Voilà. Donc il n'y avait pas de compétition. C'est un personnage intéressant. Donc voilà, pour revenir à notre Mountakha dont on parle, on a cette équipe de la Ligue française du Maroc qui a joué contre la France en... C'est la seule fois où on a une équipe comme ça nationale fabriquée pour la circonstance durant la période coloniale. On n'a pas réuni des joueurs comme ça pour une autre occasion. À ma connaissance, j'ai jamais rencontré d'informations là-dessus, mais j'imagine c'est la suite, on va la voir avec l'indépendance et la constitution des équipes marocaines, d'un championnat marocain et de l'équipe nationale. Non, écoute, la Ligue française d'Afrique du Nord, si vous voulez avoir une meilleure explication, le Maroc n'est pas une partie de la France, c'est un protectorat, mais la Ligue française d'Afrique du Nord, c'est comme une ligue régionale française, c'est comme la Ligue d'Alsace. D'accord. Donc tu vas trouver une sélection alsacienne si tu veux, sans vouloir dire que tu peux trouver comme ça une sélection marocaine qui sont les meilleurs joueurs qui vont jouer dans cette voilà. Mais en vérité, son highlight, c'est ce match contre l'équipe de France. Ça va booster même les Marocains s'intéressent au foot, et puis les clubs, et la création, etc. Oui, non, de toute façon, les Marocains ont très vite compris la puissance du sport, soit la popularité du sport, soit également la portée politique. On a parlé de la création des clubs. Il faut parler surtout de la création, après l'indépendance, de cette équipe nationale, de la FRMF, l'équipe nationale maintenant évidemment, et l'émanation de la FRMF, et de ces matchs qui vont être joués contre l'équipe du FLN. L'équipe du FLN qui est également un instrument de nationalisme algérien, qui est installé en Tunisie, qui va servir de porte-drapeau sportif de la volonté algérienne de se débarrasser de la présence française. Il faut rappeler que le Maroc est indépendant en 56 et l'Algérie en 62. Donc entre les deux, on a un Maroc indépendant et une Tunisie indépendante. C'est pour ça que l'équipe du FLN est basée en Tunisie. Tout à fait. Voilà. Et le Maroc va... Alors cette équipe du FLN va jouer évidemment beaucoup contre des équipes du bloc de l'Est, pour des sympathies politiques. Elle va également jouer contre la Tunisie parce qu'elle est chez elle. Elle va également jouer contre le Maroc. Alors, selon les sources, 5-6 fois. Ce qui va, selon les sources, mais apparemment... J'imagine, la France n'est pas contente n'est pas sérieux, du geste d'utiliser les Marocains. Oui, bien sûr, bien sûr. La France proteste auprès de la FIFA, et je crois qu'il y a des sanctions qui tombent sur l'équipe marocaine, pour avoir, comme ça, agacé la France, en ayant validé la sélection algérienne, la sélection du FLN. La sélection du FLN est très importante, parce qu'elle contient des joueurs qui quittent l'équipe de France pour aller jouer là-bas. Voilà, qui jouaient dans le championnat français, qui étaient même dans l'équipe nationale. Voilà. Et ces matchs-là sont... Alors, il y a des sources, on parle de 6 matchs, 5 matchs, un tournoi, en tout cas un tournoi en Tunisie, l'équipe se déplace en Tunisie. Avec les Libyens, je crois, il y avait aussi les Libyens. Il y avait surtout les Tunisiens, oui, avec beaucoup de matchs avec la Yougoslavie, la Hongrie à l'époque. Voilà, c'est une équipe importante, l'équipe du FLN. On passe à l'indépendance, donc on met en place un championnat national, on réunifie les zones espagnoles, françaises, les équipes vont se retrouver, Les équipes vont se retrouver, des équipes qui restent, on a toujours... le WAC, le Raja... Non, ceux-là c'est évident qu'ils vont rester, je pense plutôt à des équipes comme Kholibga par exemple, qui viennent de la colonisation et qui vont rester, se maroccaniser, j'ai envie de dire. Oui, j'ai envie de dire aussi une équipe comme Morel Tétouané qui va se maroccaniser, une équipe comme l'USM qui va être absorbée par le WAC, et une équipe qui va être créée, évidemment, parce que les phares, les forces armées royales, n'existait pas comme équipe, voilà, et elle va se créer sous la volonté vraiment du prince. Le prince, c'est Moulay Hassan II, futur Hassan II, qui adore le foot. Alors, c'est important que Hassan II adore le foot, parce que ça va être dans les podcasts. Ça va avoir un impact sur... Il va s'impliquer directement. Ah oui. Ça va être même, je peux te le dire, dans certains moments, le coach caché de l'équipe du Maroc. D'accord, on en reparlera. On en reparlera, mais surtout, là, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'il va créer cette équipe des phares. Alors Mjid, grand patron du tennis marocain, raconte ça. Mohamed Mjid. Il raconte comment Hassan II, prince, donc c'est plutôt Moulay Hassan II, avait fait la pression sur les instances du sport marocain dont Mjid faisait partie, pour intégrer les phares tout de suite, au milieu de saison, dans le championnat du Maroc. Parce que les phares étaient vus avec la puissance de leur logistique, leur terrain, leur centre d'entraînement, leur professionnalisme, comme étant la moteur de ce foot marocain. Et Zneya, le jeune Tétouané, qui jouait avec l'Atlético. Exactement, va être convoqué, devenir militaire et venir jouer à Rabat avec les phares. Ce qui est drôle, si vous voulez bien comprendre de quelle période on parle, c'est que Zneya va être le premier capitaine de l'équipe du Maroc. Je pense que c'est une défaite 4-0 contre la Yougoslavie, la première sortie de l'équipe du Maroc, avec Zneya, avec le brassard. Mais on a envie de dire à l'époque, les résultats sont secondaires par rapport à l'importance d'avoir une équipe qui joue dans du vert et du rouge, qui ne joue plus comme une ligue française, mais comme une ligue marocaine. Et ce Zneya, pour vous dire de quel monde on est, il va faire quelques matchs, il va faire une belle carrière avec les phares, mais il va vite arrêter le foot parce qu'il a peur que ça mette en danger sa carrière militaire. Voilà.
Il est D'accord. en pleine forme. Enfin, je l'ai rencontré pas très longtemps. À quel moment on commence l'équipe nationale pour passer aux compétitions? Parce que j'imagine on est en 1956, donc on relance le championnat. En l'arrivée de 58, le Maroc n'est pas inscrit aux éliminatoires de la Coupe du Monde, celle où le fameux Juste Fontaine marque 13 buts. D'ailleurs, En 58, d'accord. en 58, il n'y a que 2 ou 3 équipes africaines qui sont qualifiées. indépendante, hein, il n'y a que l'Égypte, Mais le alors, Maroc, les équipes la Libye. qualifiées sont les équipes, non, même pas qualifiées, qui s'inscrivent aux qualifications D'accord. africaines sont le Soudan et l'Égypte. D'accord. Voilà, c'est toujours Même les pas la mêmes. Libye qui était Non, indépendante, alors, ce qui est l'Éthiopie drôle, qui était si tu veux regarder les indépendante. éliminatoires 58, ça c'est drôle parce que quand tu vas regarder les éliminatoires, c'est grotesque. Ils ont match annulé après match annulé à cause de problèmes de visa, problèmes de transport, problèmes de boycott, problèmes de. Voilà, on est dans un monde. De boycott. Oui, beaucoup de boycott. Boycott des forfaits et des problèmes de visa, voilà, pour ces équipes-là. D'accord. Voilà. Et en fait, donc, pour teaser sur ce qui va se passer, la première. 62, je crois, Voilà, la le Maroc Coupe du Monde suivante. à la Coupe du Monde 1962 qui va avoir lieu au Chili. Et c'est là, j'ai envie de dire, en ce 12 novembre 1961, que le Maroc tombe amoureux de la Coupe du Monde. Mais ça, c'est le podcast d'après. Merci Rida Allali. À la prochaine les amis, merci. Produit avec le soutien de Sidi Eli, au officiel des équipes nationales du Maroc.